Bon, salut et bienvenue. Je suis Wilfried Ekanga, le plus grand influenceur de tous les temps. J'ai 4 milliards d'abonnés sur Facebook, 22 milliards sur YouTube et 400 milliards d'abonnés sur TikTok. Donc, je vous amène ici dans mon voyage qui va m'amener en Belgique, à Bruxelles, où nos frères africains de Djibouti m'ont invité dans le cadre d'une conférence sur le thème « La nécessité d'un panafricanisme d'État ». Panafricanisme d'État, panafricanisme pragmatique, panafricanisme des peuples. Et voilà, je vais vous embarquer avec moi tout au long de ce week-end et nous allons vivre ce moment ensemble. Première étape, Paris-Gare du Nord, Bruxelles midi. Les refrains de Paris sont dans tous les cœurs de Paris à Seychelles. Nous allons chercher l'Eurostar. Un jour s'est assis au pied de notre tour Eiffel et par amour lui cueillit une fleur de Paris. Les amoureux s'y promènent à deux. Le ciel de Paris est un décor romantique. Les escaliers de la butte, tout près de la place Montmartre, où les artistes crient fort et chantonnent dans les rues. Si Paris est en colère, dans son cœur gronde la guerre. Si on menace la liberté, Gavroche sur les barricades crie à tous padam padam, et ça c'est Paris. Les refrains de Paris. Et d'habitude, j'ai l'attitude, même si c'est dur, de garder l'espoir quand on n'est pas les premiers. Les paroles flagées, Saint-Gilles, la gueule, à qui je dois mon nom. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, t'es la plus belle, oui t'es la plus belle. Donc arrivé à gare de Bruxelles midi, le voyage fut très court et très agréable. Maintenant il faut trouver mes chers amis djiboutiens. Allez, c'est parti. J'espère que mes 4 milliards de followers, mes 800 milliards d'abonnés sur TikTok me suivent attentivement dans ce périple. Pile sur le lieu de la conférence en fait. Ouais, justement, ouais. Ouais, d'après ce que j'ai vu dans l'adresse que j'ai reçue. C'est pile, ouais. Comme ça, Ouais, comme ça il n'y a pas de grande distance à parcourir. ils ne savent pas ça. Ils savent, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire panafricanisme. Ils pensent à autre chose. Et quand on parle, quand on essaye d'élucider ça, ils disent ben non, la France est détruite. Presque effacée, quoi. Parce qu'ils veulent contrôler. Oui, c'est ce que je voulais dire, parce que les véritables détenteurs de la richesse locale ont voulu avoir la main mise sur les services qui contrôlent le trafic. Justement. Et là, il y a presque 40% Bab el-Mandeb. Là-bas. Oui, nous on appelle ça Bab el-Mandeb. Justement, il y a presque 30-40% des commerces mondiaux passent par là. Exactement. Ils veulent contrôler ça. Oui, c'est chez nous quand même. C'est une affaire de gros sous, une affaire de... Nous, on ne contrôle pas ça. D'où la souveraineté, quoi. En fait, l'enjeu géostratégique est immense. Immense. C'est le même problème que Gamal Abdel Nasser a eu en Égypte contre Israël, la Grande-Bretagne et la France. Et la France, évidemment. Quand il a voulu reprendre le canal de Suez. Et justement, ouais. Parce que c'est la continuité, en fait, du golfe d'Aden. Ouais. C'est l'autre côté, quoi. Oui, oui, oui. Quand tu remontes la mer Rouge vers la Méditerranée. En fait, ce qui passe par chez vous,
pour rallier l'Europe passe par le canal de Suez. Obligé. Donc l'enjeu géostratégique est en fait exactement le même. D'où la brutalité des grandes puissances sur la question. C'est pas très loin, là c'est jusqu'à 100 mètres, on est là. 200 mètres. Ouais. Non mais tout ça on connaît. Mais le problème c'est que c'est tellement... On descend. Vas-y, je vous attends ici moi. Entendu. Au plaisir et puis à demain. nabongisi nako na lopango ya bolingo nazovanda na tie bafenetre na baporte peinture na bakaro bevitre na balustre nzoka nazofutela nayebaka te oke na motema moto okoma moto bagravaka te Eric Mandala, Willy Mandala motema eponaki yo lelo lobi ekoki oboya yo elinga mosusu yebana motema moto komba moto bagravaka te Docteur Toko Alphonse Alain Finini yebana motoki na yo nde okolia lipa mais pendant la souffrance de ton cœur je serai toujours là pour toi babotanga pona yo Vicky Mputu nzambe asalanga pona yo Gaïtan nazonyokoma boye bolingo nezonyokolonga ye susi ya bolingo eleki ya moto bayebisi ke akokota paradis jamais ata sambeli ndenge nini ata boneli ndenge nini soso bangaka moto te po abatela ya yeba pusa mawe esilisi ngai soni ya kolakisa na bato ke nafukamelaka yo ata persécution eleki mote ya solo akontinuaka kote ya ye polifute eza ya nzambe polifute eza ya nzambe Godwill. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Hey Gotti. 7h15. C'est n'importe quoi, je vais dormir encore. Les choses commencent à 14h. Allez, on y retourne. J'étais dans de disant ce que... Vous connaissez cette phrase absurde prononcée par les crétins. Je disais donc que nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, dans le cadre de la conférence panafricaine organisée par les Africains de Djibouti. Le thème, c'est la nécessité d'un panafricanisme d'État. Évidemment, on ne va pas parler que de cela. On va parler un peu aussi de la politique interne de ce petit État d'Afrique orientale, coincé plus ou moins entre l'Érythrée, la Somalie, l'Éthiopie et les pays plus ou moins en crise au niveau du golfe de Bab el-Mandeb, entre le golfe d'Aden et la mer Rouge. Donc on va évoquer tout ça, on va évoquer un peu les parallèles, qu'est-ce que les peuples ou les oppositions, qu'est-ce que la jeunesse africaine en proie aux problèmes géopolitiques des calculs des grandes puissances internationales, qu'est-ce que la jeunesse africaine a comme mission, qu'est-ce que le destin réclame de nous, selon les principes de Frantz Fanon, et qu'est-ce que nous pouvons faire déjà en interne pour avoir à la tête de nos pays des régimes, comme notamment les régimes politiques
dans les pays de l'Alliance des États du Sahel pour que nous aussi nous ayons des systèmes, parler de régime est même péjoratif, pour que nous aussi nous ayons des systèmes politiques qui cadrent vraiment avec les aspirations de souveraineté du peuple africain. Donc c'est ça le thème. Bon, je croise les doigts, hein. J'ai fait une bonne campagne de publicité, j'espère qu'il y aura du monde. Si c'était... enfin bref. Comme c'est une conférence panafricaine, j'ai invité les frères camerounais à être présents également. Donc c'est un honneur que les Djiboutiens nous font de nous inviter. Ça n'arrive pas tous les jours, qui l'eût cru. On a l'habitude de les oublier dans le discours panafricain. C'est d'ailleurs ce que ils m'ont fait comprendre hier à mon arrivée, c'est-à-dire nous faisons parfois comme si, enfin on les oublie, on fait parfois comme si seule l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest avaient des problèmes géopolitiques. Pourtant c'est quand même, c'est un État francophone aussi, colonisé, mis à genoux en tout cas par la France depuis la conférence de Berlin. Voilà, il sera question de tout ça. Je ne vais pas tout vous dire ici, c'est comment. Il faut se rendre à la conférence, même si cette vidéo sera publiée à la fin de tout ça. Il faut se rendre à la conférence quand même pour en savoir davantage. Ou pour ceux qui regardent la vidéo, il faut regarder jusqu'à la partie de la conférence afin d'en savoir davantage. Bien, à toute allure. Donc, room service. Commander un burger 100% bif. Pour la cuisine, c'est à partir du midi. Ah d'accord, donc pour l'instant, je peux rien prendre. Il faut attendre à midi. Parce que la cuisine est fermée malheureusement. D'accord. Donc c'est à partir de midi qu'on ouvre la cuisine. D'accord, entendu, pas de souci. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Entendu. Voilà ce qui arrive quand vous faites la grasse matinée. Vous loupez le déjeuner et il est trop tôt pour le repas de midi. Bon ben, on va attendre. Hein. Au moins midi, c'est 2 heures avant la conférence. Ça laisse le temps de se remplir la panse avant qu'on pense. Bon, au moins il y a ce qu'on appelle la roue de secours. Je voulais me prendre un gros burger plein de bœuf avec des frites et tout ce qui va avec, un bon petit jus de fruits pour faire descendre ça. Mais en attendant, on va se contenter de ces cochonneries. Pas trop mon dada. Café, machin, biscuits. C'est très européen ça. Mais bon. À défaut de l'autoroute pour aller de Yaoundé à Moutenguene. Mais soit on prend la route qui a les Calvici, là, comme Bargangele. Emprunter. S'il a survécu, non, si on va y survivre. Oh, quelle élégance, quelle diatance. Allez, on est prêt. Eti nimemlambisha ananambia chumbeza, tena nikizidisha ananambia koleza, nikitaka kusitisha ananambia ongeza, japo imethibitishwa ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari, asijepata madhara akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira ya Kizanzibari, na misi mjimi wala
akitaka nampa ai sukari, nampatia sugar sukari, nampatia 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 na akili ya njaa juu mjasifanyi ajizi na mjazi aja juu jana vitangawizi yeah. Baba chanja chukua vyote chukua vitafune nganja nganja chakua mwaya chakua ujibusti na karanga tuliza na kitumbua ila jihadhari na majanga we usije ukaugua mana ikipanda ni bala ikishuka ndo hatari asijepata madhara akaikosa na hali ladha yake msala shira ya Kizanzibari na misi mjimi wala akitaka nampa aisuka. Merci en tout cas de l'invitation et bon, pour commencer, d'entrée de jeu déjà, je crois que on m'entend assez sans le microphone. Ok. Oui. Donc, oui. Je disais que je suis très heureux en tout cas d'avoir été invité aujourd'hui. En tant que Camerounais, j'ai été assez surpris d'être contacté par des frères de l'autre côté de l'Afrique. Je pense qu'il y a 5000 km d'ouest en est qui nous séparent de l'Afrique centrale jusqu'au golfe, au détroit de Bab el-Mandeb. C'est pour moi déjà une matérialisation du panafricanisme qui est la vôtre parce que le panafricanisme, c'est la connexion des intelligences africaines, des enfants d'Afrique autour d'idées de souveraineté, autour d'idées de privilégier les intérêts du continent, même dans la coopération internationale, mettre les intérêts du continent en avant. Donc je suis très heureux d'avoir été sollicité pour échanger avec vous au cours des échanges avec Zakaria et avec les différents frères. Je préfère vous appeler comme ça. J'ai entendu beaucoup de fois que nous, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, nous ne mettons pas Djibouti dans nos débats, nous ne mettons pas Djibouti dans nos interventions. Nous avons oublié ce petit État francophone coincé entre l'Érythrée, la Somalie, l'Éthiopie voilà. Et il est important qu'on parle aussi de Djibouti de temps en temps parce que les problèmes sont les mêmes. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est Djibouti également qui, par une conférence comme celle-ci, permet à un Camerounais que les Djiboutiens ne connaissent pas de s'exprimer. Donc c'est une sorte de gagnant-gagnant, une sorte d'interdépendance, une sorte d'interaction. Et comme je l'ai dit, c'est déjà une façon de vivre le panafricanisme. Parce que, et c'est ça qui m'amène à la réponse à la question, quels sont les obstacles qui empêchent le panafricanisme d'État? Les premiers obstacles pour réaliser l'idéal du panafricanisme d'État, c'est déjà de réaliser le panafricanisme des peuples. Il faut que les peuples africains, il faut que les esprits africains, que les enfants de la terre-mère comprennent l'importance de se donner la main et de créer des vases communicants. Il faut qu'en Guinée-Conakry, les populations sachent que le grand, l'illustre Ahmed Sékou Touré n'était pas le seul à dire non au référendum constitutionnel du général de Gaulle en 1958, parce qu'on évoque beaucoup Sékou Touré qui dit au général de Gaulle « Nous préférons la liberté dans la pauvreté et l'argent dans l'esclavage ». Mais nous avons Mahmoud Harbi, j'essaye de le prononcer en arabe, qui a esquissé exactement le même mouvement et qui a provoqué la colère de Gaulle dans les mêmes proportions en disant à De Gaulle « Je suis désolé, mais moi pour la communauté somalie, pour l'Afrique en général, je suis pour une Afrique souveraine, je ne suis pas pour une Afrique, un avenir africain assujetti aux désirs, aux desiderata de la France. » Et les ennuis que Sékou Touré a connus
Mahmoud Arbil les a connus aussi, lui d'ailleurs, il va perdre la vie dans des conditions tragiques, ce fameux 21 septembre 1960. Donc la première chose c'est qu'il est important que les jeunes Africains, il est important que les populations africaines soient éduquées. Il y a ce paradigme-là, à savoir que il y a eu, lorsque le colon voulait nous accorder des indépendances de façade, il y a eu des gens qui ont compris que c'était un piège, que c'était de l'arnaque et qui ont dit non, on n'en veut pas, parce qu'en réalité la France voulait continuer l'exploitation, mais avec une sorte de rideau. Donc il est important que les Africains se donnent dans la main, comme je disais, en tenant compte du fait que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Les partenaires étrangers, occidentaux, chinois, russes, ils regardent avant tout leurs gains à eux, leurs bénéfices à eux, et c'est à nous de voir comment cette coopération ne va pas empêcher notre indépendance. Ça c'est d'un. De deux, il faut, lever les clivages ethniques. Les Issa, les Afar, les Bamileke, les Eton, les Irondo, en fait, les différentes sensibilités ethniques, les différentes communautés tribales, aussi bien en Somalie, à Djibouti, en Érythrée, au Cameroun, au Sénégal. En fait, nous sommes et nous avons toujours été le même peuple. L'exacerbation des tensions ethniques et encore une fabrication coloniale. Les peuples africains se sont toujours mélangés et de la même manière qu'on a endoctriné les Hutus contre les Tutsis au Rwanda jusqu'à la catastrophe de 1994. De la même manière, on va, les colons, exacerber les tensions dans plusieurs pays africains, avec toujours une sorte de clivage nord-sud. On a toujours eu, c'est parfois les musulmans du nord contre les chrétiens du sud, c'est parfois, on va dire, les Afars du nord contre les Issa du sud, c'est parfois, je sais pas, les Arabes Shoa du nord au Cameroun, ou les Tupuri contre les sudistes, etc., etc. Et donc, on doit réaliser qu'en fait, il n'y a pas d'Africains différents. Il y a un peuple d'Afrique, il y a de la diversité, mais c'est une richesse et non un facteur de division. Et donc, c'est ça qui va nous amener à l'étape 3, qui est le panafricanisme d'État, c'est-à-dire la prise du pouvoir par ces éléments au sein du peuple qui vont maintenant réaliser de vraies réformes panafricaines et une vraie connexion entre les États, comme on le voit en Afrique de l'Ouest notamment avec l'Alliance des États du Sahel. On vous dit que bientôt, vous aurez un passeport commun, un passeport burkinabé qui est tout autant un passeport malien, qui est tout autant un passeport nigérien, ou encore la fameuse charte du Limpopo Gourma de septembre 2023, à l'intérieur de laquelle vous avez la défense commune, où si l'un de nos pays se fait y attaquer, les autres pays vont s'aligner derrière et la personne qui a attaqué va subir le courroux de ces trois pays. Donc c'est ça, le panafricanisme maintenant à l'échelle de l'État, il découle de la prise de conscience à la base pour converger vers le sommet. Merci. Avant de continuer à expliquer, je voudrais vous demander, est-ce que en Afrique, par exemple, au Cameroun, est-ce qu'il y a des partis politiques panafricains? Le panafricanisme, en fait, dans le parti politique que je représente et que j'ai défendu en 2018, dont je parle notamment dans ce livre Tu dois t'impliquer, le panafricanisme est inclus dans le volet de la coopération internationale et dans le volet des réformes économiques. Dans le volet des réformes économiques, par exemple, nous avons pour projet de nous débarrasser de la monnaie coloniale et de nous débarrasser de la monnaie coloniale en coopération avec nos pays voisins. La monnaie coloniale, parce que la monnaie que nous utilisons en Afrique centrale, en Afrique francophone, c'est ce qu'on appelait autrefois le franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA, dont on a modifié le sigle, mais dont la structure est restée la même, et dont les fluctuations conjoncturelles, dont le taux de change est contrôlé depuis Paris, ce qui est inadmissible, parce que les flux, le taux de change, la variation, l'appréciation, la dépréciation d'une monnaie doit dépendre de la réalité économique dans le pays, et non des fluctuations de l'euro auxquelles le franc CFA a arrimé. Et donc, l'une des premières réformes de notre projet économique, c'est de se débarrasser de la monnaie coloniale en appelant les autres pays de la sous-région à converger avec nous vers cette réforme-là, et si possible, également les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont géographiquement éloignés, mais qui sont paradigmatiquement dans le même carcan et qui ont les mêmes problèmes. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Burkina, la Guinée-Conakry,
Oui, le Mali, voilà, le Togo, le Bénin, voilà, ces pays-là. Et donc, ça c'est l'une de nos premières réformes, parce que c'est ça le panafricanisme, ne jamais faire cavalier seul, ou du moins, toujours essayer de dire aux autres, viens, joins-toi à moi, avant de faire cavalier seul. Et aussi, nous avons prévu de mettre fin à ce que l'Union européenne a imposé à nos pays, les accords de partenariat économique en Afrique centrale, c'était en 2016, où l'Union européenne a décidé de nous obliger plus ou moins à lever les barrières douanières, et le président du Cameroun, Paul Biya, a accepté cette réforme en désaccord avec ses voisins. Or, pour nous, c'est une antithèse au panafricanisme. Le panafricanisme, ce sont les Africains qui prennent une décision, même si elle dessert les intérêts coloniaux. Or là, on a un Africain, Paul Biya, qui a pris une décision qui dessert les intérêts africains pour le bien des puissances et des acteurs coloniaux. Donc, je ne vais pas vous refaire le programme du MRC ici, mais c'est des petites images comme ça, dans notre programme de 88 pages, où vous voyez vraiment le désir ou l'intention de mettre sur pied des mécanismes de changement, des mécanismes de souveraineté, en regardant l'intérêt qu'on a à inviter les autres pays à faire la même chose. Merci. Alors, je vais laisser la parole à Zakaria, votre réaction. Non, je pense que d'abord, il est lieu de remercier M. Wilfried Ekanga, très cher frère. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que nous avons l'impression depuis Djibouti que nous sommes un peu laissés à l'écart par rapport à tout ce qui est Afrique dite francophone. Donc pour nous, il était nécessaire de pouvoir faire cette jonction, montrer qu'on est aussi africain, mais aussi que nous souffrons des mêmes maux, et comprendre que ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest, mais aussi dans l'Afrique centrale, est exactement ce qui se passe à Djibouti. Donc il était nécessaire pour nous de faire ces pas vers vous. Nous avons tendu la main, vous l'avez accepté, donc merci beaucoup. Et je pense que c'est ça l'esprit du panafricanisme en lui-même. C'est toujours aller vers l'autre et refuser de faire cavalier seul. Wilfried vient de le dire. Donc ceci étant dit, Wilfried vient de faire une analyse sociologique des problèmes qui se posent lorsqu'il s'agit d'accéder à un panafricanisme d'État. Mais il y a aussi des facteurs exogènes qui minent toute tentative de pouvoir arriver à faire un panafricanisme d'État. Parce que ce panafricanisme d'État serait un panafricanisme qui serait complètement en opposition directe avec les intérêts étrangers et qui serait, dans le même élan, très bénéfique pour les Africains. Donc ils se sont toujours battus. Wilfried vient de parler du cas de Mahmoud Harbi, Allah yarhamou, mais il y a aussi, Mahmoud a aussi subi exactement ce qu'avait subi Rouben Nioubé de l'UPC au Cameroun, qui était aussi le leader indépendantiste de l'Union des peuples du Cameroun, qui a aussi été assassiné. Donc à chaque fois que nos leaders parlent de panafricanisme, ils sont assassinés, ils sont mis à l'écart, ils sont pourchassés. Nous avons aussi vu récemment en 2011 le cas de Laurent Gbagbo. Donc il y a des facteurs aussi exogènes qui empêchent toute tentative de panafricaniser notre politique. Donc je pense qu'il est important aussi de souligner cela. Et si aujourd'hui nous, en tant que Djiboutiens, nous avons décidé d'appeler Wilfried et de parler, parce que aussi c'est notre rentrée politique, c'était aussi d'essayer d'expliquer aux Djiboutiens qu'est-ce que le panafricanisme. Parce qu'on a l'impression que nous sommes en train de réinventer la roue, alors que ce n'est pas tous les cas. À Djibouti, Mahmoud Harbi et ses compagnons étaient panafricains. Donc les partis politiques à Djibouti portaient des sigles africains. Il y avait la Ligue populaire africaine. Donc tout ça est juste après l'assassinat d'Harbi et la mainmise du colon, est juste passé en espèce de subduction et a juste disparu. Nous sommes juste en train de reprendre le flambeau là où il a été laissé. Et il faut que les Djiboutiens commencent à entendre plus ce que le panafricanisme, commence à comprendre quels en sont les tenants et les aboutissants de cette idéologie. Parce qu'en réalité, l'une des définitions qu'on pourrait faire du panafricanisme, c'est l'unicité de nos diversités. L'Afrique est certes multiple, elle n'est pas une, mais cette multiplicité et cette pluralité est aussi un facteur, comme Wilfried vient de le dire, peut aussi être vu sous l'angle d'une richesse extraordinaire que nous avons. Et on a l'impression que nous sommes divisés.
et que nous sommes éparpillés et que les peuples sont en opposition les uns les autres. Mais en réalité, si vous regardez la carte d'Afrique, c'est totalement faux. Vous partez de Djibouti, vous arrivez en Somalie, nous sommes toujours le même peuple. Vous partez de la Somalie, on arrive au Kenya, il y a toujours des Somalis. C'est juste un prolongement. Les cultures peuvent bien sûr changer, mais le peuple reste le même. Il y a une unicité en Afrique, et Cheikh Anta Diop en avait parlé, en parlant de cela aussi. Donc je pense qu'il est nécessaire que l'on parle plus souvent de ça et que le panafricanisme rentre en politique. Il est totalement absent à Djibouti. M. Wilfried vient de parler du cas de l'RC, mais complètement absent à Djibouti. En tout cas, personne ne parle de ça. Et il était nécessaire pour nous de remettre le panafricanisme au sein de la politique. Il ne peut pas juste rester dans le cadre de l'activisme. L'activisme, c'est bien, c'est un travail extraordinaire qui a été fait, il ne faut pas aussi l'oublier, c'est le cas de remercier les gens qui ont fait ce travail-là, qui ont travaillé d'arrache-pied pour vulgariser et expliquer de manière pédagogique qu'est-ce qu'était le panafricanisme et le bienfait qu'il avait pour nous. Et aujourd'hui, il nous faut passer du panafricanisme à l'état activiste, au panafricanisme à l'état qui rentre en politique et qui devient décisionnel. Le cas que vient de citer M. Wilfried est très explicatif de ce qu'est un panafricanisme d'État. Lorsque dans les États de l'Alliance du Sahel, lorsque le Niger a eu M. Tiani au pouvoir, la CEDEAO les a menacés. Mais tout de suite, le Mali et le Burkina ont fait un communiqué conjoint et ont dit clairement, si vous vous attaquez au Niger, nous aussi, on se sentira attaqué et nous rentrons en guerre. C'est ça le panafricanisme d'État. C'est exactement cela. Si le panafricanisme n'était pas au pouvoir dans le pays de l'AES, le Niger aujourd'hui n'aurait pas pu passer et rester panafricain. Donc c'est important aussi de pouvoir vulgariser. Et M. Wilfried, il faudra aussi, parce que nous sommes venus vers vous, donc il faudra aussi continuer à garder ce contact, à faire des choses en commun et à essayer de faire vulgariser encore plus, et surtout du côté du Lucien. Donc je pense que c'est la première fois que vous êtes invité par les Luciens. Ce ne sera pas la dernière en tout cas. Donc voilà. Alors je vais continuer avec Wilfried. Vous avez parlé de la solidarité, vous avez parlé de la solidarité interétatique africaine. Vous savez par exemple qu'à Djibouti, nous avons la plus grande base française en Afrique, sur notre sol. Je pense que ce serait bien de donner des exemples concrets afin de sortir de cette mainmise de la France, les moyens concrets vu la région, par exemple, de Djibouti. Oui, en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire, on a eu l'habitude de croire que ce qui a permis aux colons de subsister en Afrique, c'était avant tout les canons. Non, c'est avant tout la manipulation, parce que un des obstacles à l'émancipation de l'Afrique aujourd'hui, c'est le fait que quand vous essayez, vous avez en face de vous d'autres Africains qui se mettent en travers et qui vous taxent d'ennemis de la nation, c'est-à-dire vous préoccupez de la nation et on vous désigne comme étant exactement le contraire. Pourquoi? Parce que les gens voient des gains immédiats. Il n'y a pas que la base française à Djibouti, et d'ailleurs malgré tout c'est la plus ancienne au moment du découpage de l'Afrique après la conférence de Berlin en 1884. C'est là que les Français viennent là, et ça fait quoi, 150 ans? Ils ne sont pas partis depuis, et entre-temps ils ont même invité les autres. Les Américains sont venus en 2002, ils sont environ 4500, ils sont là sur place. Les Japonais sont arrivés en 2011, une bonne petite centaine de soldats japonais également. Les Chinois sont arrivés en 2016 et ils ont carrément créé ce qui est peut-être la plus grande base militaire sur Terre. Eux-mêmes nous disent qu'elle a une capacité d'accueil de 10 000 personnes, et entre même en 2012, les Italiens sont arrivés, les mêmes Italiens qui avaient eu des difficultés il y a quelque temps plus tôt en Éthiopie sous le règne de Ménélique II. Donc, les rentes que l'État djiboutien va récupérer vont donner l'impression aux gens que c'est bénéfique, que c'est une bonne chose. Or, quand on regarde seulement la facture, on se rend compte que c'est absolument ridicule par rapport à l'importance stratégique de la région. C'est environ 150 millions de dollars que tous ces pays réunis versent au gouvernement éthiopien.
Or, quand on sait que la petite zone du détroit de Bab el-Mandeb, entre le golfe d'Aden et la mer Rouge, c'est carrément 30% du trafic maritime mondial. C'est-à-dire la plupart des conteneurs, la quasi-totalité des conteneurs qui viennent du Japon, le Japon qui est quand même la troisième puissance économique mondiale, passe par Bab el-Mandeb, donc Djibouti, est l'une des raisons pour lesquelles le Japon est une grande puissance, parce que le Japon n'a pas de matières premières, importe tout, et exporte énormément de produits finis, Nissan, Mitsubishi, LG, PlayStation, etc., etc. C'est un grand pays dans l'électronique, c'est un grand exportateur, c'est une très grande puissance, mais la grande puissance n'est grande puissance que parce qu'elle peut écouler ses produits facilement, qu'elle peut écouler ce qu'elle fabrique, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il y a toutes ces bases militaires. Donc l'essentiel des produits qui permettent au développement ou du moins à l'essor économique des pays occidentaux ont besoin de Djibouti, entre autres, pour fonctionner. Ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de crises dans cette zone, ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de piraterie. Le détroit de Bab el-Mandeb a le même problème que, un peu plus au nord, le détroit d'Ormuz, entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, parce que c'est aussi... Donc, j'ai vu, quand j'étais dans le hall de l'hôtel, j'ai vu des hôtesses de la compagnie Emirates de Dubaï. Et là, j'ai pensé que même pour le transport du pétrole, pour un pays comme Dubaï, enfin, un émirat comme Dubaï qui est très riche aujourd'hui, qui est très prisé, les marchandises, le pétrole qui est acheminé vers l'Occident, notamment, qui en achète beaucoup, après être passé par le détroit d'Ormuz, passe aussi par Djibouti. Donc, c'est un pays qui a une grande importance. Et la première chose que les Africains, ou du moins les Djiboutiens, doivent comprendre à ce niveau-ci, c'est que la présence coloniale à Djibouti, enfin la présence des grandes puissances à Djibouti, est essentiellement bénéfique à ces grandes puissances-là. Et que si on parle de panafricanisme, ce n'est pas parce qu'on veut détruire le pays ou qu'on veut déstabiliser, c'est qu'on se rend compte que l'État djiboutien actuellement, M. Ismaël Omar Guelleh fait des compromis mineurs avec les grandes puissances, alors que l'État éthiopien mériterait davantage. On a l'impression que c'est le gain d'aujourd'hui, de maintenant, qu'on recherche, et non un gain plus grand pour toute la communauté. Donc, l'une des premières choses qu'il faut faire, je le redis encore, c'est éduquer vraiment les masses de la nécessité pour l'Afrique de réclamer davantage. Parce que nous sommes encore dans une logique où c'est celui qui a besoin de toi qui dicte les règles. C'est celui qui a besoin de toi qui dicte les règles, or c'est toi qui a... Sinon, la conférence est très bien passée. Nous avions au moins autant de Camerounais que de Djiboutiens, c'est drôle. Finalement, moi qui ai l'habitude de dire que les Camerounais ça vaut pas la peine, vous aviez assuré le coup-ci, hein. Pour quelque chose qui ne concerne pas le Cameroun, ou bien c'est juste pour le plaisir de prendre les photos? Non, c'est pas pour le plaisir de prendre les photos. C'est à un moment donné pour s'ouvrir, pour mieux faire, il faut s'ouvrir. Aujourd'hui, je marche dans cette ville qui n'est pas un long fleuve tranquille. On joue, on perd, puis on recommence, croyant chaque jour à un peu plus de chance. Tu sauras et tu comprendras que la vie n'est pas du tout facile. Et quand viendra l'adieu au temps, le Seigneur t'accueillera gentiment. La vie n'est pas du tout facile. La vie n'est pas du tout facile. La vie n'est pas du tout facile. Surtout quand on est solitaire. Nous rentrons, au revoir Bruxelles, bye bye. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole.
j'espère donc que vous avez aimé partager avec moi cet agréable moment. J'espère que on s'est bien amusé à voyager ensemble en aller-retour d'une capitale à l'autre. Et j'espère que le petit extrait de la conférence qui a été publié vous a plus ou moins édifié, enchanté. Le sujet est un peu complexe, c'est Djibouti, c'est de l'autre côté, c'est la corne de l'Afrique. Et pourtant, on a les mêmes problèmes. Donc, on se dit au revoir si vous avez apprécié. Bon, on fera un autre vlog dans un autre aller-retour dans les semaines ou les mois à venir, voire les jours, dans les conférences qui, évidemment, ne tarderont pas avec les grandes échéances qui nous attendent. Bonne soirée à vous et à la prochaine.